Heureuse école, roman de Belka. Exergue, l'histoire qui va suivre n'est ni une biographie, ni un manifeste politique, il s'agit d'une pure fiction. Le froid rappelait le voisinage des massifs enneigés, arc-boutés un peu plus loin, encapuchonnés de nuages. Un printemps d'Italie. Emmanuel Robles. Tiens, ça rime. Algérie et Égérie. Je la voyais debout, la tête dans les nuages, sereine et souveraine, parée de ses plus belles contrées, avec plein de soleil dans les yeux. Le baiser et la morsure, Yasmina Khadra. Je t'accorde, cher maître, l'élévation du livre en moi. À force de vénération, tu me les as rendus animés, à jamais. Une enfance créole. Patrick Chamoiseau. Jean allait s'asseoir à la cuisine sur un tabouret un peu bancal et la tante Catherine faisait glisser les 2 tranches de pain doré dans son assiette. Révolution. Jean-Marie Gustave Leclésio. Préambule. C'était le redoutable examen de 6e. Sid, dit Tom, en admiration du héros du livre de Mark Twain, Tom Sawyer, et moi, pratiquions notre footing que l'une de mes tantes appelait athlétisme de forêt. Notre ultime étape finissait dans un lieu situé à l'extrémité d'un bocage de murs. Loin de 5 kilomètres environ de notre village, ce lieu se prolongeait jusqu'à l'extrémité de la vallée des Peupliers. De nos jours encore, ce début de vallée de notre ultime escale reste un jardin riche en peupliers, saules, chênes, frênes, cerisiers et en parcelles semées de fleurs. Des fontaines crachaient leur eau limpide çà et là en bordure du chemin piétonnier qui se finit au lac baptisé Lac Sage par Sid Tom et moi. Au plus fort de notre été kabyle, méditerranéen, nous goûtions une fraîcheur délicieuse. Notre jardin garde encore ses bosquets de noisetiers, de vignes et ses bois de micocouliers et de châtaigniers. Parfois, nous nous y installions là-bas, en dehors de notre séance de footing, un séjour enchanteur, disait Sid Tom. Il allait, dans sa louange de Dame Nature, jusqu'à parler de la grâce de ses peupliers. En été, nos camarades et leurs familles préféraient, plutôt et souvent, la fraîcheur de la Méditerranée toute proche, là-bas, derrière la plaine, au-dessous de notre montagne. Si Tom et moi, nous savions fuir le soleil implacable pour habiter notre havre de paix tout désigné, notre jardin, ses fontaines et les étincelles qui jaillissaient à travers les feuillages des peupliers, saules, frênes, noisetiers et figuiers aussi. Et puis, il y avait les oiseaux, la mésange, les tourneaux, prisonniers de l'été comme le merle et la grive, ainsi que le rossignol à tête bleue, sans oublier les corbeaux et les moineaux toujours là durant les 4 saisons. Leur chant facilitait notre sieste. Que c'est doux de tendre son oreille à leur cuicui, se répondant de branche en branche. En chemin vers la maison, ou le matin, lors de notre footing, ou l'après-midi, après notre sieste bien-aimée, cette sorte d'institution, des vues de cartes postales alimentaient davantage notre bonheur et notre plénitude se parachevait.
des haies naturelles, aubépines, treilles, allées d'orties, rosiers, toute la nature en fleurs nous émerveillait. Si Tom me disait « Notre chemin ressemble à une broderie à la fois plastique et musicale, plastique par les tons et les couleurs portés par la végétation, musicale par les chants mêlés à cette tapisserie florale. » Tom jouait sur le terrain de Paul Morand, lui empruntant des observations que je lirai plus tard dans « Des artistes sans mensonge ». Et le ciel limpide, bleu azur, dès 5 heures du matin. La voûte céleste, magnifiée, dessinée par des courbes d'une délicatesse à vous convaincre, comme Descartes ou Kurt Gödel, ces grands mathématiciens mystiques, de l'existence d'une force créatrice de cette harmonie terrestre. Et si Tom finit par affirmer « Un dieu de la beauté existe », et l'examen de 6e arrivait, si Tom et moi allions nous garder notre jardin comme terminus de notre footing, et notre lit douillet de velours pour notre sieste estivale, sieste du sommeil du juste, si j'ose dire, sieste observée tandis que nous admirions le bleu du ciel, curieux de repérer une étoile filante à 2 heures de l'après-midi. Partie 1. Petit 1. Comment le chroniqueur de la matinale choisissait-il ses mots? Comment élaborait-il son programme musical? Une certitude, pour être prêt devant son micro à 6h30, il devait se lever tôt. À cette idée qu'il se levait vers 5 heures du matin, je me sentais entourée. Ainsi donc, je n'étais pas seule à me lever à 5 heures au premier chant des coqs de notre basse-cour. Bichou se levait tôt, comme Bibi, moi, votre serviteur. Mes voisins et camarades de collège, eux aussi se levaient très tôt. En effet, pour arriver à l'heure au collège, nous devions nous lever plus tôt que prévu. Nous nous donnions une certaine avance de sécurité, nécessaire pour rallier dans les temps notre collège. Une distance d'environ 5 kilomètres séparait ce dernier et mon quartier. La ville de Somme-Ruisseau accueillait le collège. Une ville densément peuplée, comme la Kabylie rapportée à la surface de l'Algérie et sa maigre population. Dans mon cas, j'avais sillonné cet espace géographique sans cesse, chaque matin à l'aller, chaque soir au retour. Pour être plus précis, je l'ai parcouru pendant 700 jours. Calcul fait à la louche, j'estime que chaque année scolaire comptait 175 jours ouvrés, un total de 4 années scolaires. Ce contact avec la nature au quotidien n'était pas le lot de mes camarades. En effet, ils partageaient mon infortune uniquement les jours de début septembre et l'été qui se prolongeait, et ceux d'avril et mai. En hiver, ils montaient dans le car communal. À présent, je m'interroge. Quel ange m'avait encouragé pour tenir bon pendant 700 longs jours? Je montais, je descendais, 2 volcans en sommeil, dotés de pentes raides. Ces pentes ne faisaient-elles pas reculer les mollets les plus sportifs et dodus? Le comble de ma combativité et de mon insouciance, je les escaladais à vive allure. Je montrais un sprint final et époustouflant. J'imitais Carl Lewis, Noureddin Morselli et Assiba Boulmerka, ces 3 grands champions olympiques, mes futures idoles. Petit 2. Plus tard, le chroniqueur expliquerait ses fines habitudes. Il dévoilerait son rituel. Dès la sonnerie du réveil, il songeait à la formule adéquate pour dire bonjour à ses fidèles auditeurs. Il prenait le microphone à chaque fois en introduisant une
Formulation de bienvenue différentes, pendant 20 ans, 5 jours par semaine, un souci de bien faire l'habitait, celui de rendre heureux ses auditeurs, ceux qui lui téléphonaient, et ceux et celles qui lui écrivaient des cartes postales. Mes premiers souvenirs de la matinale radio remontent à bien avant mon entrée au collège. Pour être précis, au début de ma scolarité à 6 ans, à l'école primaire Tazeki de mon village. Je me souviens bien de mes premières années dans cette école. Ma tante aînée habitait chez nous. Au long de ce récit, je la désignerai par première tante. De même, j'appellerai mes tantes suivantes, mes tantes au total étaient au nombre de 5, par seconde tante, troisième tante, quatrième tante et cinquième tante. Ma première tante, dès sa première nuit chez nous, avait dit « Si vous êtes d'accord, je m'occuperai de ce garçon. J'en ferai un génie capable d'allier science, sports et conscience. » À la maison, tout le monde avait applaudi, moi aussi. Par conséquent, elle m'avait accompagnée lors de ma première entrée jusqu'au portail de Tazeki. Me lâchant dans la cour grouillante d'élèves excités, elle sut très bien réconforter le directeur. Je répondrai de ses vilaines sottises et de ses bonnes actions, civiques ou récolte de bonnes notes. Le soir même de cette rentrée primaire, elle me réservait une surprise. Laquelle ? Moi, à peine dans la cour de notre maison, à mon retour de l'école, elle me désigna ma nouvelle chambre en bois. Elle fut construite spécialement pour moi le jour même. Elle serait interdite à tous, à toutes. Petit 3. Comment Bichou, l'animateur radio, renouvelait-il ses expressions ? À sa retraite, il dévoilerait tout de sa drôle de technique. Apparemment, il disposait d'une liste de mots qu'il rangeait dans une corbeille matinale. Il désignait ainsi ses formules sans cesse nouvelles et très polies, jamais vulgaires. Plus tard, je lui emprunterai bon nombre de ces jolies expressions. J'égayerai mes rédactions dans les langues que j'apprendrai, au primaire puis au collège. Au passage, je dois quand même souligner que la langue de Bichou, telle que pratiquée dans sa matinale radio quotidienne, était identique, à l'intonation près, à la langue de mon village du hameau de la tribu des Haït-Frausen ou Haït-Frausen. Orthographe bien discutable. Moi, j'opterais pour Haït-Frausen de mon côté. Notons ceci. Cette langue maternelle n'était jamais enseignée à l'école, pourtant dite républicaine. Curieusement, le ministère n'avait jamais fermé le canal 2, à travers lequel se diffusaient les programmes dans ma langue maternelle. Jadis vouée à disparaître et dite dialecte mort, elle redevient désormais une langue vivante, internationale, si l'on veut, grâce aux nouvelles technologies de l'information et des radios numériques, celles du web. D'ailleurs, la radio interrompait régulièrement ses programmes 3 fois par jour. Elle proposait 3 courtes, mignonnes tranches. La première de 6 à 9 heures, la seconde de midi à 15 heures, la dernière de 18 à 23 heures. C'était mieux ainsi. Les émissions ludiques, divertissantes, n'attribuaient aucune seconde à la moche réclame publicitaire. Il est vrai, l'information était contrôlée par le joli parti unique. Les radios des pays dits démocratiques étaient-elles libres, au sens noble du terme ? Petit 4. Mes 6 ans à Tazeki, l'école primaire, étaient rythmés par les 4 saisons, les cours de la journée, le chemin de l'aller vers Tazeki, le déjeuner, le chemin du retour, le soir, l'arrivée à la maison, mes jeux avec les voisins ou voisines, cousins et cousines de même âge que moi, ou plus grands ou moins âgés, puis le couscous du dîner, la radio, les révisions, l'actualité locale, naissance, mariage, travaux d'intérêt général,
disputes de voisinage et vendetta, parfois le décès d'une vieille personne. La liberté scolaire des lundis et jeudis en fin d'après-midi, le vendredi sans école, les vacances d'hiver, celles de printemps, et les 3 jolis mois des vacances estivales. Au long de ces jeunes 6 années, un rêve me hantait, celui de mon admission au collège. Et pour cela, il fallait réussir l'examen de 6e. J'avais beau être dans le peloton de tête des bons élèves, une peur me serrait le ventre. En effet, des exemples bien vivants avertissaient. L'examen de 6e pouvait être réussi par le plus mauvais des élèves, comme il pouvait être raté par un excellent élève. Alors ma première tante tentait de me soulager de ce poids mental. Elle me conseilla de réviser les cours du jour durant la nuit même. Selon elle, je devais me consacrer aux jeux toutes les après-midi du lundi et du jeudi, ainsi que le vendredi du congé hebdomadaire et lors des vacances. Pour ma première tante, la réussite scolaire allait de pair avec l'agréable. Était-ce utile? L'école? Petit 5. Les premiers souvenirs de Tazeki remontent aux séances de dictée. C'était en 4e année. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'associe aujourd'hui encore cet exercice à la pluie. La dictée nous était proposée lors de la dernière demi-heure, avant la sortie à 16h30. Elle durait 10 minutes. Elle consistait en un paragraphe de 5 phrases simples. La correction s'effectuait immédiatement dans la foulée. Par 2 fois, j'avais tracé cette année-là un parcours sans faute dans la transcription sur mon cahier de dictée du paragraphe dicté avec une voix caverneuse par M. Mevberg. Notre instituteur m'avait offert une boîte de 36 bâtons de craie, de toutes les couleurs, et Les Misérables, du grand humaniste à la belle barbe blanche. En plus de cette dictée de fin de journée, je me souviens encore de la séance du calcul mental. C'était une sorte de vrai hors-d'œuvre matinal. Je ne sais pas, mais j'associe toujours ce rituel calculatoire à une tempête de neige. Sûrement, il devait neiger fortement un jour où mademoiselle Henny Mouba, l'institutrice, exerçait nos jeunes méninges au calcul mental sur nos ardoises. En tout cas, je n'arrive plus à dissocier calcul mental, ardoise, neige et bâton en osier de mademoiselle Mouba, comme ma précédente association liait dictée, pluie, 16h30 et bâton de craie de toutes les couleurs. Il faudrait que je creuse dans mon subconscient primaire pour démêler, si j'ose dire, le vrai du faux. Au cours de la 5e année primaire, l'institutrice, madame Local, me fit m'asseoir à la première table de la rangée du milieu. La classe en comptait 3. Fache devait s'asseoir à ma gauche. Fache Local, la fille aînée de l'institutrice. J'en étais ravie. Cet arrangement venait sur proposition de ma première tante. Elle me trouvait timide, gauche et peu galant avec les filles. Ainsi jugea-t-elle nécessaire, pour me rendre intimide, et je la cite, moi qui fus à l'en croire intimide à la limite de l'impolitesse, jugea-t-elle nécessaire ce placement mixte avec Fache, cela s'entend. Madame Local en était ravie, elle aussi. Elle cultivait l'espoir de voir sa fille briller d'un bon niveau grâce à cette nouvelle disposition faciale. Elle me dit sans détour de laisser sa petite copier sur ma copie le jour de l'examen de calcul. Pour me récompenser, madame Local, son mari étant parti à l'étranger pour 24 mois et 18 jours, me dit son intention de m'inviter pour habiter chez elle dans son logement de fonction.
J'en étais ravie, ce déménagement coïncidait avec le départ de ma première tante, elle renouait avec son mari, celui-ci enfin revenu à la raison décidait de ne plus jouer au poker, ni aux paris sportifs, ni bien entendu aux courses de chevaux. Surtout, il était d'accord pour remettre son salaire dans sa totalité entre les mains de ma première tante. Elle saurait gérer leur budget avec rigueur. Petit 7. Des centaines d'humains, de chats ou de chiens peuvent disparaître. Certains par un choix délibéré, par ce strict choix voulu, stratégique ou revanchard, ils ne veulent pas être retrouvés par les détectives privés ou régaliens ou leurs familles, leurs voisins, leurs amis ou leurs collègues. En parallèle, certains humains ou bien animaux domestiques ou sauvages de zoo disparaissent dans le but justement d'être repérés très vite. En effet, ils tentent d'effacer un certain passé, oublier les torts au cours de cette soudaine disparition. C'était le cas du mari de ma première tante. Et un mois après leur réconciliation, ma seconde tante vint me chercher chez madame locale. Je devais rentrer à la maison. Elle promit de céder à mon caprice. Mon caprice avait dressé un mur infranchissable entre mes parents et moi. Mon caprice ? J'avais exigé de peindre ma chambre en rose, et entièrement. Mes parents, ces citoyens du monde, constamment sur la route, trouvaient cette couleur déplacée. À suivre leur mentalité, le rose était la couleur préférée des filles et j'étais un garçon. Alors je dis à ma seconde tante, « Fache veut dormir avec moi. »« Dans ton lit ? » ?»« Oui. »« Mais il est pour une personne. »« Ce n'est pas grave. » »« Sa mère est-elle au courant de vos envies ? » ?»« Je ne sais pas. »« Et tes parents ? » ?»« Pourquoi dorment-ils ensemble, eux ? » ?»« Ils sont mariés. »« Alors j'épouserai Fache. »« C'est un peu tôt, mon petit garçon. » 8. Un matin, Bichou avait ouvert sa matinale par une réflexion sur la nature, la peinture des paysages et la vérité dans les religions. Une polémique s'en était suivie pendant plus de 2 mois. Libre d'esprit, Bichou acceptait les avis contradictoires des auditeurs. Par exemple, Zina, une fidèle auditrice depuis 5 ans, avait sévèrement rejeté les dires de Bichou. Dans ses dires, il encourageait le gouvernement afin d'ouvrir les rivières aux bateaux commerciaux de la marine marchande. Cette ouverture accélérerait favorablement les échanges de marchandises pour dynamiser notre économie. À Zina d'insister. Guillemets. Les rivières ne sont pas du tout propices pour être traversées par les bateaux, surtout les transporteurs de matières radioactives, de gaz et de pétrole. Nous courons vers une catastrophe, monsieur Bichou. Mais je vous aime. Recevez mon bisou. L'animal disait merci. Ce matin-là, en mon premier jour de vacances de printemps, réveillé depuis 6 heures par le chant des oiseaux, j'écoutais la radio dans mon lit, sans le moindre plan défini pour occuper ma journée. Bien sûr, mon voisin Tom pourrait me proposer une promenade dans les bois. Nous parlions de pratiquer un athlétisme de forêt, ou footing, ou jogging. En effet, depuis l'âge de 5 ans, je pratiquais ravi cet athlétisme de forêt. Dès le retour des beaux jours, j'admirais, comme les peintres vénitiens du XVIe siècle, les compositions d'arbres, les draperies de nuages, ces paysages auxquels ces peintres associaient des traits psychologiques, humains. Comment est-ce possible ? En tout cas, ces peintres parlèrent de nature tendue, fort dédaigneuse, de paysages capables de crier, ruminer, chuchoter. 9.
Mon goût pour la polémique doit dater de ces joutes radiophoniques entre Bichou et ses auditeurs. J'y ai appris l'esprit contradictoire pour contrer toutes les doxas, dire non au masque, à l'hypocrisie, et cela va de soi aux conventions politiquement, culturellement correctes. Muni de cet état d'esprit, j'avais exigé les mêmes droits entre les enfants et les parents. De fil en aiguille, j'avais lancé un bras de fer à mes géniteurs. Je veux me marier comme vous. Tu es encore un enfant. Et vous? Nous? Oui. Que nous veux-tu? Je veux vous ressembler. Tu es encore un bébé. Et vous? Nous? Pensez-vous être de vrais adultes? Tu te rends compte? De quoi? De ton insolence. Je suis un garçon poli et libre, comme tous les humains, sauf les esclaves et les prisonniers. Tu deviens difficile. Je réclame mes droits. Si tu remplissais tes devoirs, je travaille bien à l'école. Va réussir ta 6e. Justement, j'ai peur. Et tu veux te marier? Quel rapport entre 6e et mariage? Chaque chose en son temps. Je veux bousculer le temps. Tu es un insolent petit morveux. J'exige des excuses. Pour quelle raison? Je ne suis pas un morveux. Pardon, petit ange. Béguin d'écolier, va. 10. Par exemple, quand je jouais au ballon, je protestais contre les décisions de l'arbitre, même quand il sifflait en ma faveur. Je marquais un but de la main. Le directeur de jeu, n'ayant rien vu, accordait le but. Moi, j'allais lui avouer ma tricherie. Il annulait le but, illégal, illégitime, inscrit de la main du diable, n'est-ce pas? Je tombais par un fait exprès. Il signalait un pénalty en ma faveur, indiscutable selon son jugement. Vite, je me relevais. Je lui disais ma chute feinte, cette comédie. À chaque fois, il admirait mon fair-play. Mes coéquipiers me détestaient, mais ils ne pouvaient rien faire. Je finissais toujours par marquer le but de la victoire. Où cela allait-il mener? Un mois avant la 6e, j'avais dit à ma seconde tante, mes parents étant partis en voyage depuis 2 mois déjà, « Je suis contre cet examen. La loi, c'est la loi. Ce n'est pas juste les examens. On n'y peut rien. Les lois sont faites par des humains. Et alors? Elles sont pas tip-top. Tip-top. Elles sont perfectibles. La 6e, c'est comme ça. Si je tombais malade ce jour-là, tant pis pour les cas particuliers. Si j'étais ministre, sois déjà un bon élève. J'ai récolté la meilleure note en calcul. Tu auras ta 6e. J'ai peur. De quoi? De ne pas me réveiller à temps. Je réglerai le temps du réveil. Le temps ou bien le réveil? Les deux. S'il tombait en panne, je te réveillerais moi-même. Et si tu étais morte ou bien séduite par un gentil prince beau, riche, fort, intelligent, les autres tantes veilleraient. 11. Un mois avant la date redoutée, la peur, indétrônable, se nichait dans mes entrailles dès mon réveil. Bichou avait beau distiller des conseils aux parents pour être à l'écoute de leurs enfants avant l'examen de 6e, je ne me sentais pas d'attaque. J'avais perdu l'appétit, mais je grossissais. La fille de madame Local se moquait de mes joues, jadis fines et maintenant grosses et moches. Je n'étais plus le capitaine de mon équipe de foot. Allais-je rater cet examen vital? Maintenant 3 semaines restaient avant le 21 juin du grand jour. Mon état était stationnaire. Mon moral au plus bas, cela s'entend. Ma seconde tante ne savait quoi entreprendre. 2 semaines avant ce tournant scolaire, elle me proposait d'inviter ma camarade Fache et sa maman. « Tu es d'accord? Pourquoi faire? » Pour jouer ensemble. « La radio sportive me divertira mieux. » Tu détestes mademoiselle Fache à ce point? Oui. Serais-tu fâché contre Fache? Elle avait refusé... Quoi? Le truc. Tu pourrais choisir des mots sensés. Le machin. Quelle machine ou fouine? Le bisou. Celui des bancs publics. C'est à peu près ça. Elle avait donné la raison. C'est une vraie menteuse. Ah bon? Pour elle, le truc est juste... Juste quoi? Un juste vulgaire échange de bactéries. Elle te prend pour une bactérie? Oui. Elle a dit laquelle?
12. À minuit, quelqu'un tapait à ma porte. J'avais entendu, mais je fis le mort. J'attendis 30 secondes. On tapait à nouveau, plus fort cette fois-ci. J'avais peur, car le proche lendemain, je passerais l'examen du siècle. Quelqu'un voulait me nuire, me kidnapper. Il pourrait m'empêcher de poursuivre mon chemin scolaire. Il freinerait mon bond du primaire vers le collège, le lycée, la fac, une grande école, un emploi très bien payé. On frappait. Que faire? Sauter du premier étage et risquer de me casser le genou, la colonne vertébrale ou la cheville, si jamais ma chute était mal amortie. Je me voyais quand même fouler l'arrière-cour de notre maison. J'entendis le gravier crépiter sous mes pieds, comme des cornflakes, dans la mince allée séparant le mur de ma chambre et l'écurie. Je me voyais camouflé entre les bottes de foin, entre la vache et l'âne. Comme je pouvais me cacher sous une bâche, après avoir déposé sur celle-ci un ballot de laine issu de la dernière campagne de tondaison de nos moutons et brebis du récent mois de mars. Oui, je me vis dans un lieu sûr, à l'identique de la loge du fugitif corse dans Matteo Falcone, une nouvelle de Prosper Mérimée. Matteo, ou ce bon père de famille très habile au tir, qui finit par abattre son fils unique pour sauver les codes d'honneur corse. Tandis que je m'apprêtais à sauter dans le vide, enveloppé dans 2 couvertures, je tentais d'appeler au secours. Mais aucun son ne sortait de ma gorge. Quand j'avais fini par émettre mon signal de détresse vocale, je me réveillais en sueur. Dans 2 jours, l'examen de 6e aurait lieu. Le cauchemar avait cessé. Il était 3h01. 13. Lizzie, c'était le titre de l'étude de texte, objet de cet examen de 6e. Finalement, je m'étais levée à temps. Ma seconde tante avait pris les bonnes résolutions. Elle avait réglé son propre réveil. Par ce choix, elle évitait de perturber mon sommeil. La brutale sonnerie du réveil peut nuire à notre journée. Je viendrai pianoter à ta porte de façon délicate. Piano, piano, Yvette, Yvette, en kabyle. C'est ce qu'elle fit. Aucune sonnerie violente ne m'arracherait à mon sommeil. Et pour dormir comme un bébé, le directeur de Tazeki nous avait déconseillé de toucher au cours, quelle que soit la matière. Plutôt, il avait organisé une séance magique en notre honneur. Un magicien joua des tours de magie pour nous divertir. Ce fut magique, cela va de soi. Par la suite, le grand poète prolongeait la féerie. Il avait récité une 30aine de ses plus belles poésies. Tout y passait. Joie, tristesse, guerre, histoire, solitude, fête champêtre, roses, exils intérieurs et extérieurs. Pour finir, il rendit hommage à Lizzie, ce chat popularisé par Lounis Desrochers. Ce poète y louait son attachement infaillible à sa langue maternelle, rejetée par les invasions successives barbares, répétées pendant des siècles, non sans avoir au passage pillé notre patrie. Un chat, Lizzie, qui parle? Pour le commun des mortels, c'est clair, c'est ridicule. Mais pour le directeur de Tazeki, le message allégorique disait une précaution. Nul combat n'est perdu ni gagné d'avance. À monsieur Cada, le directeur, de nous remonter les bretelles, guillemets. Lizzie est une chanson écrite pour vous. Vous vous battrez becs et ongles. Bonne chance. 14. À la fin de la journée 6e, ma seconde tante, après le dîner, m'avait promis à la réussite. Les résultats viendraient dans 23 jours.
Après avoir confronté mes réponses aux épreuves de calcul, de grammaire, et lu le brouillon de ma dictée, de ma rédaction, elle m'avait réconforté. Tu seras admis, ne te fais pas de mauvais sang. Je ne sais pas. Fâche aussi sera admise. Ça ne me regarde pas, les autres. Tu ne veux plus d'elle? Je ne sais pas. Tu m'as l'air inquiet. J'ai oublié de mettre le point final. Quel pion? Le point final du premier paragraphe de ma rédaction. Ce n'est pas important. Le correcteur, lui ou bien elle, ne distinguera pas. Comment? L'introduction et le développement. Est-ce que tu as marqué un saut de ligne? Comment ça? Un saut entre ces deux parties? J'avais tourné la page. Parfait. Comment ça? Un saut de page vaut un saut de ligne dans ton cas. J'ai peur. Tout se passera bien. Si je ratais la 6e, j'irai faire dans la guitare. Menuiserie? Ébénisterie? Ébénisterie? La sculpture sur bois. Je jouerai dans un groupe musical. Ou peut-être je serai le bras droit de Lounis. Tu es trop jeune. Je deviendrai un virtuose. Tu pourrais toujours allier les études et les arts. 15. Le directeur avait parié sur un taux de réussite de 95%. Ses têtes de liste étaient Kaya, Stafamu, Lazose et Fache. Kaya, la meilleure élève depuis 6 ans. Stafamu, la mémoire d'éléphant de la classe. Il pouvait réciter tout le répertoire de Lounis, ou bien, jadis le matin, un conte japonais. Lazose, un garçon fort dans le calcul mental, fils de commerçant. Fache, la fille de madame locale. Je figurais à la 9e place. Ce rang me plut beaucoup pour 3 raisons. Je naquis un 9 du mois de mai. Je jouais comme avant-centre, le numéro 9 sur le dos, dans l'équipe de ma classe et de mon quartier, et je marquais en moyenne 9 réalisations dans le mois. Allais-je inscrire le plus beau but scolaire? Ce but pouvait m'ouvrir les portes d'un championnat d'une division supérieure, mon accession depuis le championnat primaire vers le championnat collège, et plus tard vers le très haut niveau secondaire, puis universitaire, voire international, sûrement. Avant la proclamation du verdict, j'obéissais à des journées bien remplies. Le matin, je me levais à 5 heures. Je faisais mon athlétisme de forêt avec mon camarade Tom. À 7 heures, j'allais dans notre pré à 10 minutes du village. Je lâchais le bétail paître à sa guise et tranquillement. De mon côté, j'arrosais les tomates, les poivrons, le maïs, les pommes de terre, les jeunes poiriers, figuiers, pommiers et pruniers. De temps en temps, je jouais avec les agneaux, sous le sourire amusé, protecteur et jaloux de leur maman. Je jouais de la flûte, instrument de ma propre fabrication, à base de jeunes roseaux raffermis quelques heures, sous le soleil de plomb de midi juilletiste. 16. C'était officiel. Toute ma classe avait été admise à l'examen de 6e, Stafamu et moi exceptés. Je n'étais pas choquée. C'était clair comme de l'eau de roche. Le point final oublié à la fin de l'introduction dans ma rédaction avait eu raison de mon sort. Le correcteur n'avait pas tenté de me chercher des excuses. Il avait noté le contenu d'une copie, et non ce que je devais y consigner et que je ne fis point en omettant ce méchant point final. Cultivant l'arrière-pensée de draguer la sœur de Fache, je ne fus pas choqué. Maintenant que celle-ci était désormais admise au collège, elle me laissait un grand boulevard. Je pourrais séduire sa sœur sans lui causer quelque chagrin, ni blessure de cœur ou mentale, ni encore quelque vague à l'âme mélancolique. Le bien peut se déduire du mal, parfois. Quand ma seconde tante
avait voulu savoir si j'étais parmi les heureux élus, je lui dis que la chance passait cette fois-ci, sans montrer le moindre regret dans mon regard. Tu réussiras l'année prochaine, oui. Une année ce n'est rien, oui. As-tu bien vérifié? Fâche avait contrôlé, et tu l'aurais cru? Elle porte des lunettes excellentes. Sortons. Moi je resterai ici pour écouter la radio. Je dois voir de mes propres yeux. 17. Avant l'affichage des résultats, je ne pensais ni à l'échec, ni à la réussite. Je profitais de la saison estivale. L'été, bellement installé, le soleil se levait dès 5 heures, et il faisait très frais à ces heures matinales. Mais la canicule ne tardait pas. Elle faisait le bonheur des cigales joyeuses, soyeuses, de Kabylie. Chaque matin, Sid Tom et moi, 3 fois par semaine, jouions notre athlétisme de forêt. Nous courions le plus loin possible, parfois jusqu'au sommet du mont Itige. Celui-ci culminait à 1039 mètres d'altitude et son air était frais, très frais. Une distance de 10 kilomètres à l'aller formait cette pente bien raide. Tantôt nous longions le couloir naturel de la route goudronnée, tantôt nous choisissions un chemin de traverse. Par la même occasion, nous plongions dans les bois. Nous étions entourés de frênes, de chênes et de peupliers très verts, auréolés de cimes en corolle, des arbres centenaires pour beaucoup d'entre eux. De temps en temps, nous cueillions de jolis mûres, vu que des bocages de mûres encadraient notre chemin à gauche, à droite, devant, derrière nous, des mûres à déguster fraîches, sans apprêt, telles que l'aurore nous les offrait, pures, gratuites. Les oiseaux et la faune s'éveillaient à notre passage, ainsi que les cigales. Au cœur de ces paysages splendides, la végétation se reflétait sur le miroir naturel, matinal des lacs. Pour plus de sensations visuelles, Sid Tom et moi nous amusions à jeter des cailloux sur les cours d'eau et les lacs pour admirer les vagues résultantes artificielles ensommeillées, lascives. Leur nonchalance ressemblait à celle des baigneuses nues que plus tard je fusillerais, quoique du regard, dans un magazine des beaux-arts. C'était le paradis sur terre. Parfois, nous nous baignions, Sid Tom et moi, dans le lac que la langue locale désignait par lac sage. Sid Tom et moi avions beau jeter des cailloux dans ce prétendu sage lac, nulle vague endiablée ne se formait. 18. Avant l'affichage officiel de la liste des élèves admis au collège, Sid Tom me souffla une astuce, une retraite, un champ de cerisier. Il l'appela notre cerisier. En effet, notre cerisier était méconnu. C'était une sorte de champ public que personne ne visitait. Ses vrais propriétaires avaient émigré ailleurs depuis fort longtemps. Alors, nous passions nos après-midi sous les cerisiers, au calme, au frais, loin de la canicule de juin, juillet et août. Nous cueillions juste ce qu'il nous fallait de cerises. Jamais nous n'en emportions à la maison. Mesurés, nous refusions tout gaspillage, tout abus devant ce don cerisé de la nature. Nous lavions nos cerises à l'eau de source. Dans notre paradis, Sid Tom à chaque fois disait « Tu es d'accord ? Sur quoi ? Les oiseaux ont le droit ? Oui, de respirer sous le ciel et de manger des cerises fraîches. Mais c'est injuste la famine. Quelle famille ? Je parlais de la faim dans le monde. Comment tu sais, toi, tout ça ? Cette nuit, la radio en a parlé. Ce n'est pas notre faute. À qui la faute alors ? Aux autres. Qui donc ? Ceux qui ont faim. Ah bon ? Oui, tu m'étonnes. Pourquoi ? Tu es inhumain. Je n'ai tué personne. Tes paroles indiquent le contraire. Tu es ridicule. Tu es idiot. Ridicule, idiot. Sid Tom et moi, serions-nous des idiots et des types ridicules ?
en tout cas être idiot ou ridicule, ne me gênerait pas de nos jours. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, 2 grandes œuvres de Dostoïevski ont croisé mes moments de bonheur, de lecture. Être un homme ridicule, un idiot, comme ces personnages de ce grand homme de lettres, ne me ferait pas rougir. Et je le crierais sur tous les toits. Oui, je suis un homme ridicule, je suis un idiot, mais je ne suis pas un imbécile. Deuxième partie. Il n'entra pas dans la pièce, il s'y rua, blême de révolte et de fureur. Zina le regardait avec stupéfaction. Le songe d'un homme ridicule, Dostoïevski. Comme un Corleone sicilien, Auguste aime sa famille, car sa famille est sa chose. L'homme de Césarée, Françoise Chandernagor. 19. La faim dans le monde, c'était ça. Dès ma première année de primaire, le directeur avait organisé, avant les différentes vacances saisonnières, une multitude de collectes. Elles furent dédiées au profit des peuples touchés par ce fléau, réel ou prétendu, nommé famine mondiale ou faim, donc. Pendant mes 6 années primaires, je dus y participer par 18 fois, à raison de 3 campagnes par année scolaire. Une campagne avant les vacances d'hiver, une seconde campagne avant les vacances de printemps, une ultime campagne avant les vacances d'été. Chaque campagne nous soutirait de l'argent. Elle usait d'une tactique rodée spéciale. La première année avait exigé de nous l'achat du portrait du secrétaire du parti unique au pouvoir depuis 14 ans. Et ce commerce s'était renouvelé 5 fois. La seconde année avait vendu des timbres sur lesquels était représenté le président de la République en noir et blanc. La troisième année nous avait encore vendu des timbres, imprimés à l'effigie du général des armées de terre. La quatrième année nous avait apporté des stylos, vendus 3 fois plus cher, mais pour la bonne cause, une sorte de marché noir vertueux. Lors de la 5e campagne solidaire scolaire, le comité de lutte contre la faim nous avait vendu des casquettes jaunes à visière de tôle ondulée. Enfin, lors de la 6e année contre la famine et la misère, le directeur nous avait vendu des sapins. Nous devions les planter autour de Tazeki, notre école primaire. C'était un double don ou double peine. Une première peine nous imposait leur achat. Une seconde peine nous interdisait de les planter dans nos jardins privés, puisque nous les avions plantés dans la cour de l'école Tazeki. 20. Est-ce que ces collectes nationales avaient résorbé cette faim mondiale ? Le chroniqueur de la matinale, lui aussi, participait à cet effort de générosité. Les auditeurs lui envoyaient des poésies. Les 10 poèmes gagnants étaient imprimés à 1000 exemplaires, puis ils étaient revendus dans les librairies publiques. La recette était versée en entier aux ambassades des pays touchés par cette famine. Mais quelles en étaient les causes ? Pour en savoir plus, Tom et moi avions posé la question à M. Mefberg. « Ça durera longtemps, monsieur ? Je ne suis ni un prophète, ni Dieu. » « Ces collectes servent-elles ? » ?»« Sûrement oui. Le mal viendrait d'où ? Des mauvaises récoltes, à cause des inondations et de la sécheresse, et des sauterelles. Ces bestioles saccagent tout. N'y aurait-il pas un moyen de les éradiquer ? Rien à faire. Certains pointent la guerre. Qui dit ça ? La radio. Ce sera compliqué à tout vous expliquer. Bichou dit que des vagues de population fuient. Elles fuient quoi ? Leur village, leurs récoltes et leur bétail. Et pourquoi cet exode ? À cause des guerres. C'est qui ce Bichou ? L'animateur de la radio, a répondu Tom. Il dit aussi que les migrants se mangent entre eux. Il a vraiment dit ça ? Monsieur Mefberg s'interroge. Sauf erreur de ma part. Vous écrivez cette phrase 20 fois pour demain. Quelle phrase, monsieur ? Celle-ci. La guerre est partout. 21.
Maintenant que j'avais échoué à la 6e, je tentais de me remémorer ces 6 années dans le détail. Rien à me reprocher, puisque je nageais comme un poisson dans l'eau. Nage ou crawl contrôlé, réussi dans toutes les matières. Jamais je n'avais songé à cet échec. Mes instituteurs, mes institutrices, mes parents, ma première tante, ma seconde tante, ma troisième tante, ma quatrième tante, ma cinquième tante, mes oncles, mes voisins, mes voisines, mes cousins et cousines, mon entraîneur de ballon rond, mon grand-père maternel, mon grand-père paternel, mes deux grands-mères, le maçon du village, le boulanger, le cabaretier, le jardinier du square des Pigeons, le marchand ambulant de fruits et légumes, le coiffeur, le facteur qui me prêtait son vélo, le doyen du quartier, la doyenne du quartier, personne ne s'attendait à me voir rater cet examen, cette formalité, ce yaourt pour un garçon dégourdi comme toi. Aimait à m'encourager la voyante du quartier d'en haut, à chaque fois que ma seconde tante la consultait pour nous donner ses visions et prévisions sur la santé de mes parents. Surtout, j'étais impatient de savoir une probable date de leur retour. Ce garçon ira loin. Ses parents vont-ils bien? Comme un bijou de charme. Quand reviendront-ils? Moi, impatient. Dans quelque temps. Que disent vos cartes? Je dois fermer la boutique. C'est ce que disent vos cartes? Merci de payer la séance. Toujours payé, s'énerve ma tante. Ce garçon est mignon. 22. Bichou convient un comédien, reconnu par le public, après 20 ans d'un injuste anonymat. Les auditeurs, les auditrices interrogeaient le comédien en train de renaître de ses cendres. Croyez-vous à la noblesse de l'art pur, l'art comme vraie passion? Sa réponse m'avait attristé pendant longtemps. L'art commercial risque de se muer en course au gain facile. L'art non commercial, l'art pour l'art, comme vous dites, risque de tomber en désuétude. Il risque de ressembler à une vieille fille rêche et sans âme. Du moins, d'après ce qu'en disent les liaisons dangereuses au sujet de la marquise de Merteuil, décrite comme rêche et fort aigrie. 23. La guerre est partout. J'avais recopié cette phrase 100 fois, bien que M. Mefberg n'ait exigé que 20 copies. J'étais même allé très loin. Je lui détaillais les cas où la guerre pouvait être nécessaire. Alors je m'étais lancé avec audace dans mon manifeste pour la guerre, puisque sa phrase disait que la guerre est partout, n'est-ce pas? Pour moi, une guerre supérieure devait se mener partout, où une guerre initiale imposait sa loi, son injustice, son ignorance, ses exactions, son analphabétisme, son impérialisme, le mal par le mal. J'étais contre les pacifistes, en train de prôner la paix des braves. Je rejetais leurs bons slogans. La guerre, ça suffit. J'avais tout avoué à notre instituteur, M. Mefberg. Je m'étais documenté un peu, à gauche, à droite, mais j'étais convaincu que la violence, pour être battue, devait appeler une violence frontale et davantage brutale que la violence initiale, arrogante, méprisante, cette salissure. Le peu d'histoire que j'ai connu en 6e année me conduisit à conclure que les grands mots nécessitaient les grands remèdes. Les grands, terribles mots, cela s'entend. Plus tard, j'allais être conforté par une célèbre phrase d'un non moins célèbre homme de lettres, pourtant humaniste. Il avait tout simplement loué la formule d'Hannibal, œil pour œil, dent pour dent. Mais sa formulation par cet humaniste pourrait choquer. Lisons sa provocation très bien réfléchie. Assassiner l'assassin, et balle au centre. Balle d'un ballon rond, ou balle mortelle. 24. Il est vrai, dès le premier semestre, l'inspecteur avait bien délégué un conseiller d'orientation professionnelle. Celui-ci nous avait déroulé une liste d'écoles de seconde chance,
en cas d'échec ou d'accident. Le jour de l'examen de sixième, lui-même avait raté cette épreuve, mais il sut rebondir grâce à l'école dite de seconde chance. Quelle était cette filière de salut, de secours? Dans son cas, cette main secourable était venue du service public, plus précisément de l'Institut militaire des Poussins de la Nation. Jusqu'à présent, je ne pourrais certifier que ça s'appelait Poussin de la Nation, ou Pupitre de la Nation, ou Pupille de la Patrie, ou encore Enfant de la Fratrie. Que faisait-il dans notre école publique civile? Il était militaire, et sa place devait être dans une caserne. En tout cas, sa tenue nous avait fait tordre de rire. Sa jolie tenue, chemise à fleurs à col V ouvert aux 4 vents, une fine moustache en guidon et chaussettes rouges. Il en dit un peu plus. Il avait suivi une scolarité dans cette école militaire dont les programmes étaient à l'identique de ceux de notre école. La différence résidait dans le sport et l'emploi du temps au cours des 2 jours de fin de semaine, jeudi et vendredi. Tous les jours, il se levait comme moi à 5 heures du matin. Cet éveil avancé était programmé pour préparer avec minutie le petit déjeuner des officiers, faire la vaisselle et lever le drapeau national sous l'hymne patriotique joué par l'orchestre à l'air libre de la fanfare républicaine. Vaste et pittoresque scénario. 25. En dehors de l'école militaire, le conseiller nous avait distribué une brochure. Celle-ci, en majuscules, en couleur, citait les écoles utiles aux enfants orphelins de la 6e. Toutes ne proposaient que des internats. Ça devrait coûter très cher, non? Que nenni, puisque l'État subventionnait ces institutions publiques à 100% dans leur budget. L'école de menuiserie me plut. Je me vis assez vite sous un tablier bleu d'apprenti menuisier et plus tard d'ingénieur en menuiserie. Je me vis même en train d'inventer de nouvelles formes de flûtes, de chaises, de tables, de pianos, de guitares et même des maisons entièrement en bois. J'allais révolutionner la profession. D'autres métiers nous étaient présentés. La restauration, passons. Puis l'hôtellerie, passons. La boucherie saignante, charcutons, passons. La boulangerie, dégustons une brioche, belle dorée sucrée, puis sortons quelque part. La poissonnerie, grillons une sardine de notre méditerranéen littoral et baissons les voiles sur la terre ferme. La maçonnerie, construisons 2 châteaux de cartes en Espagne et posons nos jouets en caoutchouc, truelles gamelles et niveaux à bulles. La pâtisserie, avalons un tiramisu, un clafoutis aux figues de Kabylie, puis zou. Pratiquons un athlétisme de forêt afin de brûler ces calories excédentaires. Bonjour, la mécanique, l'électricité des automobiles, les écoles de musique, accordons nos violons, chantons en chœur les marquises de Monsieur Jacques. Les écoles du ballon rond, amusons-nous avec quelques jongles acrobatiques avant de lancer la balle loin de la salle de classe. Puis, la meilleure école arriva, celle de la seconde chance. À suivre le conseiller, quelle était cette perle rare? Silence, frétillant, monocorde. Cette fois-ci, la parole était donnée à Monsieur Cada, notre directeur. Il nous dévoilait l'école de la vraie seconde chance, ou le mouton à 5 pattes, le collège. 26. Le collège serait donc l'école de la belle seconde chance? Incroyable! Stupéfaction générale parmi mes camarades garçons et filles. Quelle serait l'école de la prime et première chance? Dans les faits, le conseiller avait loué surtout l'école militaire pour une raison simple. Pour lui, un élève, fille ou garçon, incapable de réussir son examen de 6e,
était soit malade, soit insolent, soit difficile. Dans tous ces cas, l'école militaire lui apprendrait la discipline, la rigueur et l'amour de la patrie populaire et démocratique. La tactique du militaire à la retraite, bien huilée, centrait son discours sur l'école militaire. Quand il nous avait présenté les métiers de la formation professionnelle, civile, il fut bref, peu motivé. Il nous mettait à chaque fois en garde contre la pénibilité de ces professions séculaires. De façon générale, il orientait nos choix. Il nous manipulait ou, qui sait, il voulait nous couver pour finalement limiter nos choix au collège, puis à l'école militaire, l'académie militaire de Cherchell, le royaume de Juba et de la fille de Cléopâtre, Sélénée, près de Tipasa, la romaine. Enfin, il nous révéla son opinion. Nous devions, coûte que coûte, réussir à l'examen de 6e. Au pire, en cas d'échec, nous devrions accepter de redoubler la 6e année. Grâce à ce bis repetita, ou ce redoublement, nous décrocherions le sésame d'entrée au collège, l'année scolaire suivante. Il nous citait des cas extrêmes. Aussitôt son discours faisait mouche, si j'ose dire. Par exemple, des élèves, à le suivre, avaient réussi la 6e, mais ils furent recalés au brevet du collège, sans aller au lycée, car ils avaient accumulé des lacunes datant de l'école primaire. En parallèle, des élèves avaient raté une première fois et empoché la 6e avec brio l'année d'après. Du coup, ils rejoignaient le collège dotés d'une excellente maîtrise des programmes de Taseki. Par la suite, ils brillèrent au collège, au lycée, à la fac. De fil en aiguille, selon le bon conseiller, les voici ingénieurs, architectes, journalistes, institutrices, médecins, biologistes, philosophes, bénévoles locaux, internationaux et médiateurs de la paix et de la tolérance. 27. L'amour de la patrie. Un slogan omniprésent. Dès la matinale, la machine à réveiller les consciences entamait sa leçon bien pédagogique, bien patriotique, bien démagogique. Longtemps, j'ai confondu les deux doctes notions, pédagogie et démagogie, dans la joie et la bonne humeur patriotique. La radio ouvrait ses programmes par l'hymne national et suivait, dans la foulée, la diffusion d'un extrait du discours du président de la République. Les extraits changeaient, mais se finissaient tous par la même ritournelle démocratique, socialiste, populaire et solidaire, pour le valeureux peuple et par sa majesté le peuple. Comprendre, tout est fait pour rendre très heureux le bon peuple. D'ailleurs, le pouvoir était détenu par le peuple. Par conséquent, le peuple ne pouvait se faire mal de lui-même, par lui-même, contre lui-même. Voyons de plus près notre système. L'école était gratuite, la médecine, les transports scolaires, les denrées de première nécessité, tout était subventionné par le peuple et pour le peuple. Une belle justice sociale triomphante. Le logement social était gratuit, voyons. Grâce à des visas gratuits et des devises échangées à leur juste appréciation, la jeunesse voyageait. Elle parcourait le monde, elle se frottait aux cultures du monde, elle en récoltait les nobles valeurs du siècle des Lumières, que je citerai de mémoire: l'universalité, la tolérance, la laïcité, etc. En cette époque heureuse, la voix de la patrie portait dans les 5 continents. Le président élu par le peuple pour servir le peuple était respecté hors de nos frontières. Les puissances nucléaires le sollicitaient. Il avait dénoncé plus d'une crise
internationale, explosive. Il savait apaiser les tensions par ses solutions kropotkinesques. Sa technique consistait à réussir autour d'une table consensuelle les belligérants. Il raisonnait les deux camps opposés. Il les exhortait à cesser leurs viles querelles intestines, cette guerre que les journalistes désignaient par guerre froide. Curieux choix sémantique. Notre sage président inflexible, juste, proposait une troisième voie en faveur d'une paix durable. Si Tom et moi étions fiers de notre président populaire et démocratique. 28. Deux voies étaient possibles après un échec à la 6e. Soit refaire l'année dans la classe dite 7e, soit s'inscrire dans une formation professionnelle. Dans mon cas précis, c'était décidé. En cas d'échec, j'irais dans une école militaire. L'idée de refaire l'année dans le seul but de voler un baiser interdit à la sœur de Fache avait vite disparu dans mes plans. Je serais un militaire de carrière. Non, je ne me consacrerai pas à la sœur de Fache. Pourtant, ma seconde tante avait tracé mon parcours scolaire avec la sœur de Fache. Collège, lycée, école d'ingénieur pour moi, école de médecine pour la sœur de Fache, puis un joli mariage, puis les enfants. Ma seconde tante était d'accord pour s'occuper des bébés à naître. Elle en serait comblée. Enfin, elle aurait des enfants sans les affreuses douleurs, paraît-il, de l'accouchement. Elle me voyait avoir une fille et 2 garçons. Comme elle était optimiste, ma seconde tante. Mon avis à moi? J'avais 10 ans, et je devais l'écouter. En attendant le retour de mes parents partis pour un lointain voyage cette année-là. Quand je lui avais parlé la première fois de ma solution de recours militaire, elle m'avait grondé. Tu veux être soldat? Pas spécialement. Que feras-tu chez ces fous? Peut-être des études littéraires? Ce ne sera pas possible. Si, ils t'apprendront à tuer. Tant pis alors, tu me déçois. J'écrirai le discours du général. 29. La classe de 7e. Dès ma première rentrée, mon attention avait été attirée par une catégorie de camarades. Ils pouvaient être mes instituteurs pour les garçons, mes institutrices pour les filles. Grands! Ils portaient barbe et moustache. De vrais hommes, de vraies femmes. Ils formaient la classe de 7e. Ils avaient raté, pour des raisons diverses, la 6e. Une seconde chance leur avait été donnée car ils refusaient de rejoindre l'école militaire et la formation professionnelle. Dans la classe de 7e, ils passeraient un examen spécial, lequel leur ouvrirait les portes féeriques de la classe de 5e. Une sorte de jackpot inestimable. Plus tard, j'apprendrai cette situation. Ces tendres élèves avaient raté la 6e par 2 fois. C'était donc leur 3e chance, n'est-ce pas? Vraiment, la patrie mettait le paquet pour la réussite de ses enfants. L'école républicaine refusait de jeter ses élèves dans la rue. Elle refusait de livrer sa jeunesse à la rue, comme elle savait les extirper à la tyrannie de certains parents. Elle misait sur l'éducation du peuple, quitte à passer 7, voire 8 années à l'école primaire. Plus tard, je m'étais vu moi-même rater la 6e pour la seconde fois. Par conséquent, je serais versé dans la 7e. La classe de la 3e, belle, patriotique chance. Ce qui était étonnant chez les élèves de 7e, ils étaient partout forts. Calcul, grammaire, dictée, rédaction. Mais pourquoi avait-il échoué, bon sang de bonsoir? Si Tom me disait. Ce sont des choses qui arrivent. Quand on est bon, détrompe-toi. C'est bizarre, ça peut tomber sur n'importe qui. 30. Le soir de cette journée, cette notion « ça peut tomber sur n'importe qui » avait été évoquée dans l'émission littéraire de la nuit. Elle réservait un hommage à Poe, ce poète de génie, mort bêtement.
La radio disait que des morts comme ça, bêtes si l'on veut, peuvent arriver au commun des mortels comme aux esprits les plus lumineux. Alors la radio, citant Charles Baudelaire, avait narré la disparition bête d'Edgar Allan Poe en ces termes. Le lendemain matin, dans les pâles ténèbres du petit jour, un cadavre fut trouvé sur la voie. Est-ce ainsi qu'il faut dire? Non, un corps vivant encore, mais que la mort avait déjà marqué de sa royale estampille. Sur ce corps, dont on ignorait le nom, on ne trouva ni papier ni argent et on le porta dans un hôpital. C'est là que Poe mourut, le soir même du dimanche 7 octobre 1849, à l'âge de 37 ans, vaincu par le délirium très mince, ce terrible visiteur qui avait déjà hanté son cerveau 1 ou 2 fois. Encore maintenant, ça peut tomber sur n'importe qui, perturbe ma conscience. Cette mort, bête si j'ose dire, serait apparemment arrivée au jeune fils d'Emmanuel Robles, au lion de Fort National, à Mouloud le fils du pauvre, et à l'enfant de Bellecour, au cours d'un accident de la route. Quel gâchis, bête et méchant, si j'ose dire. 31. La tyrannie des papas. Plus tard, je serai confronté à des cas semblables parmi mes camarades de collège. Mais j'avais toujours consulté les livres pour saisir le réel. Bien sûr, beaucoup d'auteurs célèbres, des philosophes du siècle des Lumières compris, avaient, dans des sortes de vraies confessions intimes, évoqué les violences du père, de la mère parfois, et des oncles et du grand-père souvent. Au vu de mes lectures, ces enfants battus cherchaient des issues de secours. Pour, d'une certaine façon, plaire à leurs bourreaux, ils tentaient d'être de bons élèves, des enfants obéissants, et des amants doux irréprochables, à l'image d'un petit enfant de Sibérie, battu fort longtemps avant de s'échapper de la maison familiale. Recueilli dans un couvent de Saint-Pétersbourg, il put séduire une sœur. À deux, ils avaient fui l'institution religieuse pour, en fin de parcours, se retrouver à Paris. À deux, ils avaient découvert le célèbre séducteur Don Juan. L'ancienne enfant battue, pour faire le bonheur de sa Dulcinée, l'ancienne religieuse, décidait d'imiter Don Juan. Le voilà inscrit dans une école de séduction. Il y avait appris à bien acquérir les pouvoirs de Don Juan, le regard assassin et coquin, sa force à savoir attirer les papillons et les plus belles femmes de Paris et d'autres conseils. Le but n'était pas de quitter sa Dulcinée, son but était de voir courir derrière lui les beautés parisiennes, à tout simplement ignorer. Par la suite, il élisait, au comble du bonheur, son incorruptible étoile, ravi de le voir fidèle. Un art bien paradoxal, une technique à double tranchant, cette façon donjuanesque, si j'ose dire, de témoigner sa fidélité à sa chérie, afin de lui servir des preuves tangibles de son amour ardent. 32. Et toute leur vie, ils porteront ce tatouage social, élèves de 7e, et que tout le monde aimerait. On les trouvait sympas et courageux d'avoir essayé, même vainement, 3 chances. Et souvent, ils surveillaient les petites classes. Quand un instituteur, une institutrice s'absentait, ils leur apprenaient la table de calcul. Quelle table? Celle qui figurait en 4e de couverture des cahiers. D'abord, ils les initiaient aux additions, puis aux soustractions. Je me souviens encore de Malika, Nacera, Hamid, Gania, Tarkuya, Ouramdan et Bélaïd. Tous, toutes,
m'avaient, à chacun leur tour, à chacune leur tour, appris une technique pour dérouler bien les multiplications, les divisions sans bûchettes ni jetons. Comme j'appréciais la mosaïque des coloris des bûchettes et des jetons, quand je les étalais par terre, mes yeux s'en régalaient, comme quand j'étais ravie devant l'arc-en-ciel. À la place des bûchettes et des jetons, ils utilisaient des billes en poterie. Ces élèves de 7e partageaient la classe en 4 groupes de 10 élèves chacun. À tour de rôle, ils nous invitaient à nous souvenir du numéro de notre groupe. Puis, ils nous interrogeaient. Écrivez le bon numéro de votre groupe sur votre ardoise. Les apprentis maîtres, les apprentis maîtresses donnaient un coup de bâton sur leur bureau. Les ardoises voltigeaient dans l'air, affichaient fiers les bons chiffres. 1, 2, 3 et 4. Un inconvénient. Lequel ? Dans la foulée, nos stagiaires nous attribuaient un nouveau groupe. Vite, il fallait le mémoriser, le consigner sur l'ardoise. Par cet exercice, ils exerçaient notre mémoire. Ils auraient voulu qu'elle concurrence une mémoire d'éléphant. Je m'étais emmêlé les numéros plus d'une fois, mélangeant celui du groupe présent avec celui du groupe précédent. 33. Puis il pouvait s'inscrire au cours par correspondance. Moi aussi, j'y avais songé, longuement. La 6e, serait-ce le sésame passe-partout du bonheur fou ? En tout cas, nous les petits, lors de ces permanences assurées par les tendres élèves de 7e, frôlions un réel nirvana, plongé dans un bain de jouvence, puisque nous nous sentions plus en train de jouer qu'en train d'étudier les bases des mathématiques, puisque nous ne faisions que jouer. Mon désir de faire des maths plus tard datait de ces joutes alliant jeu et leçons scolaires. Jouer en apprenant la table de multiplication ? En effet, ces instituteurs improvisés, ces institutrices improvisées ne montraient nulle discipline militaire. Du moins, leur sévérité n'allait jamais au-delà d'un petit mot inoffensif. Un tantinet moqueur, loin de nous humilier ou de convoquer le directeur, celui-ci étant censé nous punir dans le cadre d'un travail d'intérêt général le week-end, punition dite consigne. Nul châtiment ne nous était infligé, puisque notre insolence, loin d'être un crime, s'exprimait, spontanée, naïve. Elle finissait par faire rire les jeunes éducateurs stagiaires d'1 heure au préau des permanences. Non, ils ne cherchaient pas à nous humilier, puisqu'ils faisaient appel à une simple expression rigolote en nous comparant à une petite fouine, un porc-épic des buissons, une belette sans prince charmant, un bourricot d'or, une fleur fanée, un écureuil mangeur de noisettes sauvages avec des incisives moches de lapin. 34. À l'opposé de la 6e, la 7e, serait-ce la classe des portes closes, la classe de l'impasse et de l'échec marqué au fer rouge. En effet, les élèves de 7e, admissibles directement en classe de 5e, devaient passer une épreuve redoutable que personne autour de moi n'avait réussi. Cet examen redouté s'appelait la 5e. La 5e des portes closes, à dire vrai. Un cauchemar, cet examen. Autour de moi, je n'avais jamais entendu parler de réussite à cette épreuve. Pourtant, les candidats, les candidates travaillaient de façon acharnée. Ils s'inscrivaient au cours par correspondance. Ces leçons, conçues comme un soutien réfléchi, dédié, afin d'entraîner les candidats pour la 5e, passaient en revue les matières que là-bas au collège, les élèves de 6e suivaient en présentiel 5 jours sur 7, de samedi à jeudi.
Malgré cette présence en classe et la disponibilité des profs à répondre à leurs questions, certains élèves traînaient la patte. À l'opposé, les braves élèves de 7e, courageux, battants, combatifs pour les garçons, courageuses, battantes, combatives pour les filles, suivaient le même programme à distance, sans nulle aide charitable d'un professeur. Et ils réussissaient brillamment les contrôles continus de fin de trimestre. Mais en fin d'année, une fois l'examen subi, leur nom et prénom ne figuraient pas sur la chère liste des heureux élus, des heureuses élues. Plutôt sur ces affiches figuraient les identités des enfants nés de familles dites influentes, des élèves nés avec une cuillère d'argent. Certains parlent de nos jours encore de réussite par piston, ou d'élèves vernis grâce à la pratique d'un barème réservé au passe-droit de la République des castes, des caciques et de l'entre-soi, si j'ose dire, belle Algérie. En ces heureuses années 60, 70 et 80, tu as beaucoup fait pour tes enfants, sans distinction de couche sociale. Tu as voulu enchanter le printemps inespéré d'une fière indépendance, et personne ne pourra le nier. Mais pour les élèves de 7e, je me demande, 30 ans plus tard, pourquoi tu n'as pas sauté le pas et ne leur as pas facilité l'examen de 5e pour ces garçons et filles courageux, courageuses. Ils ne demandaient qu'un petit coup de pouce du destin ou de la patrie révolutionnaire, n'est-ce pas? Ils ne faisaient qu'attendre un gentil geste paternel de l'inspecteur d'académie qui avait, en ce temps glorieux de l'excellente école algérienne, une sorte de droit de vie et de mort sur les scolarisés du primaire. Courageux? Courageuse? Oui, puisque certaines de ces élèves, ces lions, ces lionnes, refaisaient sans nul complexe la 6e par 2 fois, puis ils tentaient leur chance, le sourire en coin, l'espoir intact, vers la 5e, 2 autres fois. Ils livraient un combat seulement avec le soutien virtuel du Centre national des études à distance, ou le CNED. Ils espéraient, et ils s'imaginaient au collège, au lycée, à l'université, pour les garçons, à l'Institut des techniques de l'enseignement concernant les filles, pour être des institutrices, séduire un instituteur, se marier, avoir des enfants, habiter un logement de fonction. Les garçons se projetaient vers l'université. Ils seraient ingénieurs ou médecins, voire architectes, dentistes, puis envoyés à l'étranger pour un doctorat dans le cadre de la coopération internationale. Puis ils reviendraient au pays, servir la patrie populaire et démocratique. Tout ce processus obéissait à un cycle vertueux de progrès social et de pacte tacite donnant, donnant. Le slogan socialiste le clamait sur chaque fronton de toutes les institutions publiques. Pour le peuple, par le peuple. 35. Je ne me consacrerai pas à la sœur de Fâche, ni donc à aucune fille. Ma 3e tante avait tout résumé. Les filles sont méchantes et souvent ingrates. Ma grand-mère paternelle pensait le contraire. Pour elle, ce sont les garçons qui seraient méchants. Elle posait cette question à ma 3e tante. « Alors, que fais-tu à la maison, chez tes vieux parents ?» Ma tante se tut. Je tentais de lui venir en aide fièrement. Elle me raconte des histoires et corrige mes fautes d'orthographie. Riant sous cape, ma grand-mère me pria de m'asseoir avant de me dire « En premier lieu, tu devras dire orthographe. Et la vraie raison de la présence prolongée de ta tante est à chercher dans ses disputes violentes avec son mari. » À ma 3e tante de confirmer.
Il me tirait le chignon à chaque fois que son équipe de foot perdait à domicile. J'étais une femme battue, pour ainsi dire. 36. Ils appellent ça effet papillon, le fait, dans notre cas, qu'une équipe perde à domicile et que le mari, déçu, s'en prenne à sa femme, ses enfants, ses parents et les objets, animés, inanimés autour de lui. Bien sûr, le mari ne fait appel à nulle violence physique. Il se limitait à proférer des noms d'oiseaux à sa femme ou ses jeunes frères et sœurs. Il épargnait ses parents et ses enfants. Le chat aussi. Parfois, il faisait la grève de la faim et sautait le dîner du soir et le café du matin. Alors, toute la famille, le proche lendemain, lui concoctait des gâteaux et un repas des plus riches, en dehors du couscous quotidien, accompagné maigrement d'un œuf dur, d'un piment grillé au canoun, d'une louchée de pois chiches, un ou deux quartiers de carottes, navets, oignons, pommes de terre et potirons. Le tout mijoté dans un bouillon parfumé atrocement par un morceau bien salé de graisse de mouton confite. Oui, c'est cela. Une bienveillance se manifestait. Elle réconfortait le supporter inconditionnel, chauvin, chagrin. De fil en aiguille, on ordonnait de sacrifier un lapin, un coq royal de Kabylie, une poule, un pigeon, et un couscous de circonstance lui serait servi accompagné de cette tendre viande de la ferme familiale. Tendre viande et son jus alléchant dans lequel mijoterait un florilège de légumes de saison. Et le dessert, pas du tout fait maison cette fois-ci, viendrait de la pâtisserie Agrum Bibras. De la pâtisserie Agrum Bibras, du chef-lieu de la commune, boulangerie artisanale célèbre pour ses beignets de fruits de mer et sa délicieuse soca niçoise, ses éclairs au chocolat et ses millefeuilles que plus tard je comparerai aux millefeuilles de Fauchon, place de la Madeleine, ou à ceux des Délices de Manon, rue Saint-Honoré, deux enseignes parisiennes réputées de la haute gastronomie. On parle aussi de traiteurs ou d'épicerie fine. Et 30 ans plus tard, je m'interroge. Le chagrin de cet amateur de ballon rond, ne serait-ce pas une comédie? Ne serait-ce pas un appel à plus de tendresse pour se voir servir un festin tel un sultan dans son palais? Je ne détiens toujours pas la clé de cette question énigmatique, voire de mauvaise foi, n'est-ce pas? 37. Fâche n'avait pas aperçu mes noms et prénoms sur la liste, et je n'avais pas demandé si Fâche était au moins admise. Le lendemain, Sid Tom, tôt le matin, me réveillait pour notre athlétisme de forêt. À mon retour, en compagnie de Sid Tom, ma seconde tante m'avait grondé. « Tout le monde vous attend, j'ai vérifié. Tu es admis, Fâche aussi, Sid Tom aussi, Staffamu aussi. » Admis au collège, mon rêve de maîtriser de nouvelles langues étrangères se dessinait. Surtout mon rêve d'écrire davantage de rédaction se précisait. Et mon rêve d'écrire un roman se montrait aussi. Un roman? Oui, puisque, à suivre mes instituteurs, mes institutrices, un roman n'est qu'une suite de rédaction. Bien sûr, selon Mademoiselle Mouba, Monsieur Laloy, Monsieur Mefberk, Monsieur Cada, une cohérence doit exister entre une rédaction et la suivante. Plus tard, à l'Institut des langues orientales puis à la Sorbonne, j'apprendrai que cette cohérence est assurée par une trame. Parfois cette trame se nomme intrigue, ou fiction, ou fil conducteur, ou fil d'Ariane, pour saluer la civilisation grecque. Par cette admission au collège Imoulane, anciennement Isémourène, le CEMP garçon,
ou collège d'enseignement moyen polytechnique, j'eus à recevoir une récompense, une gratification. Quelle reconnaissance, quel joli cadeau! Il émanait de mes instituteurs, mes institutrices. En général, n'avaient-ils pas pris mes envolées textuelles, mes rédactions comme exemple à suivre par ma classe? Cadeau! Un livre de Leclésio. Quel titre? Révolution, que je dus lire en 4 longs traits. Performance quand même révolutionnaire pour un écolier de 10 ans de lire à plein godet. J'emprunte à Michel Serres et son art des ponts de lire à plein godet un épais dur pavé de feuilles denses que les adultes mettent 1 mois ou 2, voire 3 ou 4 à lire, et moi, je bouclai l'affaire en 2 jours et 2 nuits. Et ce livre ouvrit mon imagination romantique aux beaux sentiments. En effet, je parcourus plus d'1 dizaine de fois la séquence fleur bleue entre Maude et son Apollon. Je la relisais, et des étoiles scintillaient dans mes yeux, et mon cœur battait la chamade des émotions, et mon esprit voyageait, et mon inspiration, plongée dans le dictionnaire des expressions érotiques ou grivoises, finit par s'aiguiser. Dans cette euphorie, ma plume inventa une spontanée poésie à peine la dernière page de Révolution expédiée. Maude, ma tourterelle, séduit un faucon cresserelle, amoureuse et belle. Au réveil chaque matin, Maude garde ma main quand je lui donne du pain. 38. Si Tom et moi avions le même âge. Il avait décroché la 6e avec mention assez bien. À la rentrée de septembre, ses parents et ses 2 sœurs déménagèrent pour une capitale lointaine. Celle-ci offrait, paraît-il, plus de confort et des salaires très élevés à ses parents. Nous avions gardé le contact via la correspondance postale. Chaque mois, je recevais une carte postale de sa part, réciproquement. Il recevait une carte, une lettre de Bibi, cite Tom. 39. Pendant 4 ans, nous nous écrivîmes régulièrement, cite Tom et moi. Il me parlait de tout, je lui parlais de tout. Admis au collège, comme l'entièreté de ma classe de 6e année, je disais bonjour au collège Imoulane. Par un concours de circonstances, j'allais à pied au collège. Doté d'un plaisir non fin, je voulais garder un contact avec cite Tom par cette marche à pied. D'une certaine façon, elle se substituait à notre athlétisme de forêt, à cite Tom et à moi. Et cerise sur le gâteau de l'innocence, c'était bon pour le cœur. Ma seconde tante m'avait encouragé dans ce sens. Elle tentait de forcer mon caractère, elle tentait de forger ma combativité, elle tentait de cultiver en moi la liberté et de chasser tout esprit d'assistanat, le contraire de toute liberté et de toute indépendance vis-à-vis des autres. Mes parents lui envoyaient à ma seconde tante chaque mois les sommes requises pour payer les transports scolaires. C'est vrai. Mais elle me dit d'économiser cette somme. À l'en croire, j'aurais besoin de beaucoup d'argent une fois admis au lycée, à la fac. Ces économies seraient utiles. Elle me servirait là-bas à la fac pour acheter les livres rares vendus au marché noir. Alors, à mon âge, je me disais que ça ne me coûterait rien de faire 5 ou 6 kilomètres le matin et de même le soir. Ces épreuves me grandiraient. Elles m'éviteraient les mauvaises rencontres dans le bus scolaire. Elles m'éviteraient d'avoir du temps inutile, susceptible de m'ennuyer. En effet, le matin, le car scolaire arrivait 1 heure avant l'ouverture du collège. Qu'allais-je bricoler faire de ce temps excédentaire? Je risquais d'attendre devant le portail comme un mendiant, un orphelin. Je serais peut-être séduit par le jeu de poker réputé chez mes camarades champions de l'école buissonnière.
Je serais peut-être tentée de fréquenter le café du centre. Là-bas, je risquais de considérer en dilettante mes devoirs. Ces mêmes devoirs que j'aurais négligés la veille par un fait exprès, sachant pertinemment que le lendemain, je pourrais les expédier au café. Je serais tentée de prendre un petit déjeuner de fainéant parvenu, une sorte de pacha. Café crème brûlant, croissant au beurre et jus pressé. Ma seconde tante craignait de me voir verser dans la facilité. 40. Fin de la 6e année du cycle primaire, admis en première année de collège. Je fus soulagée. Du début à la fin de l'année, j'avais suivi les conseils de mes tantes, je révisais au jour le jour, j'avais bien su chasser la procrastination, je vengeais, si j'ose dire, Monsieur Proust. Au sommet du mont Itige, en ce dernier jour du cycle primaire, j'avais ouvert le cadeau de mademoiselle Mouba, gagné à la suite d'une dictée sans faute. C'était un tome de « À la recherche du temps perdu ». Je l'avais, dis-je, ouvert à la bonne page, puis, à plein poumon, en faisant l'avion, avec un pied et un bras en l'air, je lus le constat de Marcel devant son inaptitude à réaliser certains projets dans les temps. Lisez, avec 6 tomes et moi, sous le beau coucher de soleil, en cette douce soirée kabyle, en ce 30 mai 1981, lisons. Avant la venue de nos camarades, nos aînés, qui sont déjà inscrits au collège Imoulane et jadis Izemouren, nos camarades, Hossein Bous, Anine le cousin de Karim, Ali le grand frère de Boualem, sans oublier Aline Saïd, Mohand, Omar, Ahmed et Salah. Peut-être l'habitude que j'avais prise de garder au fond de moi certains désirs d'une jeune fille du monde, comme celle que je voyais passer de ma fenêtre, suivie de leur institutrice, et plus particulièrement de celle dont m'avait parlé Saint-Loup. Désir de belles femmes de chambre, et particulièrement celle de madame Putbus. Désir d'aller à la campagne au début du printemps, revoir des aubépines, des pommiers en fleurs, des tempêtes. Désir de Venise, désir de me mettre au travail, désir de mener la vie de tout le monde, peut-être l'habitude de conserver en moi sans assouvissement tous ces désirs en me contentant de la promesse faite à moi-même de ne pas oublier de les satisfaire un jour. Peut-être cette habitude, vieille de tant d'années, de l'ajournement perpétuel, de ce que M. de Charlus se flétrissait sous le nom de procrastination, était-elle devenue si générale en moi qu'elle s'emparait aussi de mes soupçons jaloux et, tout en me faisant prendre mentalement note que je ne manquerais pas un jour d'avoir une explication avec Albertine au sujet de la jeune fille, peut-être des jeunes filles. Cette partie du récit était confuse, effacée, autant dire infranchissable dans ma mémoire. Peut-être des jeunes filles avec laquelle ou lesquelles Aimée l'avait rencontrée me faisait retarder cette explication. En tout cas, je n'en parlerai pas ce soir à mon ami, pour ne pas risquer de lui paraître jaloux et de la fâcher. Bonjour, le collège Imoulane. Pendant 4 ans, un rêve me poursuivrait.
convaincre Lounis, le poète, chanteur international. Je voulais être son parolier, l'aider à séduire la nouvelle génération. Pendant 4 ans, un bouillon de culture défilerait sous ma jeune plume. Je diversifierais sur des feuilles volantes brouillonner à la va-vite mes poésies et haïkus. Ce bouillon, ce capharnaüm de mots et de thèmes convoquait des amandiers si luisants, des chandeliers de bronze, la splendeur de la pleine lune, des paillettes nacrées, des palmiers en fleurs, mon admiration de l'étranger, l'examen de 6e, 6 de tomes ressuscités, un printemps d'Italie, une collection de timbres non alignés, la seconde tente, des tourterelles, des faucons cresserelles, les ors rougeâtres du soleil couchant, des forces telluriques d'un séisme un 10 octobre 1980, le silence plat, sans fêlure, puis un son feutré d'une flûte à 3 trous, un paradis de pierre, la beauté de la race humaine, des joies simples, des passions ferventes, torrentueuses, un col de dentelle, une jupe en corolle, la mystique matinale radio du canal 2, kabyle, familiale, mon rayon de soleil, la moustiquaire estivale, mode endormi, sans peur. Quand son amoureux lui tient la main. 41. Mon cycle du primaire se terminait avec succès, joie et fierté. De beaux souvenirs dans ma jeune mémoire. Une école de Tazeki bien organisée, des institutrices gentilles, des instituteurs sévères, mais très compétents comme leurs consoeurs, un directeur ferme, courtois, il veillait sur le grain, sans offenser personne. Nous, ces élèves, ces graines, qui allaient germer plus tard à la saison des moissons et des diplômes, graines de génie et de futurs bons citoyens au service de la patrie populaire et démocratique. Pendant une décennie, une séquence indélébile marquait toutes les classes, de la première à la 7e année. Il s'agit d'une peinture textuelle du Grand Nord américain ou canadien. Un extrait de Croc blanc de Jack London, ce conteur auquel notre écrivain local, Mouloud, le fils du pauvre, allait être comparé. 40 ans plus tard, je me souviendrai, comme si cela datait d'hier, de ce texte choisi, au menu du livre de lecture de CM1. Ce long texte avait pour titre « Seul parmi les loups » de Cro-Blanc donc. Pour l'écrire, Jack London puisa dans ses souvenirs à la suite de son séjour dans le Grand Nord, dans ce pays sauvage, cette nature hostile, farouche, glacée, les loups se sentent eux-mêmes en danger. Il s'agit d'une fresque de la vie dure, des animaux sauvages et des humains. Surtout dans Cro-Blanc, l'auteur décrit la bataille cruelle entre les loups d'un côté et de l'autre les chiens, leurs maîtres. Ces chasseurs de l'Alaska se déplacent sur des traîneaux sous des températures bien extrêmes. Tout le monde a faim, prêt à dévorer d'un croc tout le monde. Dans un Grand Nord hostile, où la nourriture se raréfie de plus en plus, pas de place pour les enfants de cœur. 40 ans plus tard, à peine le livre entre les mains, j'ai eu le souffle coupé à l'idée de plonger dans la scène où Bill et Henry se rendent compte de la disparition d'un chien. Il devait être volé par les loups de la forêt au cours de la nuit. Les loups menaçants contre tout le monde, dangereux, ne reculent devant rien. Le ventre guide nos instincts primaires de survie. Seul parmi les loups. Ce texte nous avait pris toute la semaine. Son étude s'était étalée sur des épisodes riches en suspense et frayeur. Secoués mais attentifs, nous, les petits loups,
étions affamés de connaître le sort final des chasseurs, leurs chiens. Nous nous sentions enveloppés par la nuit boréale. Elle menaçait faune et flore de ces terres désolées du Grand Nord. 40 ans plus tard, je viens de relire Cro-Blanc, et je me suis revue dans cette salle de classe. C'était un jour de janvier, la nature avait revêtu son drap blanc, dans le poêle, les bûches brûlaient, les flammes du feu montaient, descendaient, tantôt rouges, tantôt jaunes, parfois elles faisaient éclater leurs bobèches. Un spectacle féerique. Monsieur Cada d'Agouni, à la fois bon instituteur et excellent directeur de Tazeki, nous autorisait à nous réchauffer les mains à tour de rôle. Ça devenait un jeu, un bain de jouvence. En relisant Cro-Blanc, je me suis revu, sage, assis à la première table de la rangée du milieu. Mon camarade de toujours, Jean-Luc, appelé Nasser, s'asseyait à ma droite. Nous étions inséparables, pour ainsi dire. En relisant Cro-Blanc, je me suis revu sous le vieux chêne et les grenadiers de notre jardin. Je lisais mes bandes dessinées à l'ombre, par un été de canicule, seul, dans une détente inégalable. Dehors, les cigales, soyeuses, joyeuses, concentrées sur leur mélodie estivale, ne se souciaient pas de la bise proche. En effet, la bise se substituerait bientôt au beau jour. Non, les cigales ne pensaient à rien. Pourtant, il fallait peut-être préparer des provisions, se prémunir contre l'hiver. En relisant Cro-Blanc donc, je me suis revu en train de rêver, de jouer dans un grand club du ballon rond. Madrid, Liverpool, Manchester United, FC Barcelone, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, JSK de Tizi, Sao Paulo, Turin, Amsterdam, Oran, Oujda, Tunis, Alger, Saint-Étienne, etc. 42. Le collège m'ouvrait ses portes studieuses et familiales. Si Tom avait émigré, notre athlétisme de forêt battrait de l'aile, il me manquerait affreusement. Au cours des séances de notre athlétisme de forêt, des cimes d'arbres nues ou verdoyantes ou jaunies par l'automne en fonction des saisons, des cimes, dis-je, se mamelonnaient devant nous, de façon inégale jusqu'au bord du ciel bleu ou nuageux ou blafard d'automne et pâle. Nous accédions à des vues de cartes postales. Un état d'âme cosmique nous enveloppait, état élevé, éthéré, état comparable aux palpitations des étoiles, étoiles stables ou filantes. Cette fraîcheur de l'aube en éveil nous délaçait. La nature kabyle nous gratifiait d'un air frais à respirer avec extase et bonheur à plein poumon. Cet air frais semblait exhaler chaque matin des odeurs nouvelles, agréables. Ces bonnes senteurs, uniques, se propageaient grâce à un air invisible, impalpable. Si Tom et moi pensions que cet air sortait d'une jonchée de roses ou de fleurs d'oranger, des roses, des fleurs d'oranger que plus tard et sous peu, à cause de la canicule de l'été saharien, maître de la journée suffocante, ferait périr de soif et de chaleur insupportable. Nous en profitions, si Tom et moi, de ces odeurs émanant de fleurs promises à la mort dans quelques heures, ces fleurs éphémères, cultivées dans notre fruste monde, imaginaire, imaginé, assis Tom et moi. Notre monde d'une Algérie heureuse, d'une candide naïveté, pure graine, si vous le voulez, cher lecteur, chère lectrice. Combien durerait cette joie paisible, et notre joie de courir chaque matin vers l'école primaire, la joie transmise par nos institutrices et nos instituts de Tazeki, notre école fière, de promettre des générations de citoyens,
de futurs cadres scrupuleux, honnêtes, fiers de servir la patrie, soucieux de l'intérêt général, national, mondial. Fin du roman. L'auteur en 2 mots. Ingénieur et linguiste, Belka, depuis Paris, observe la cité urbaine d'un œil amusé. Dans un style simple, il restitue à l'école républicaine algérienne sa part de dignité, de réalisation à la fois individuelle, familiale et collective. Cet état d'esprit est restitué dans Heureuse École, ces belles échappées pittoresques. Il s'agit d'une série de 5 romans, proches du récit de jeunesse, là, et le tome 1. Fin de la lecture.